Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le lundi 16 mai, un jour un peu particulier aujourd'hui. Nous sommes le lundi de Pentecôte et ce jour a été successivement férié mais non chômé à la carte, puis de nouveau férié. Il a connu en effet plusieurs destins depuis la canicule de 2003 où le gouvernement avait décidé d'en faire une journée de solidarité. Loïs Ignace vous a demandé justement ce que vous pensiez aujourd'hui de ce jour particulier. C'est pas un jour férié qui est vraiment respecté parce qu'on voit plein de publicités où les magasins, les supermarchés vous disent qu'ils sont ouverts jusqu'à 12h30 à peu près. Et malheureusement, c'est un jour que je pense que l'ancien ministre Raffarin avait mis en solidarité par rapport au problème de canicule qui s'était passé il y a quelques années. Certaines entreprises devaient être ouvertes. Apparemment, on trouve que partout est fermé. C'est pas respecté en solidarité pour les personnes âgées. Si c'était respecté, les magasins seraient ouverts, bien sûr. En solidarité pour les personnes âgées. Pour moi, les stations et l'hôpital ne ferment pas. On a le droit de travailler, alors le gérant a mis son emploi de temps. Alors je travaille aujourd'hui et ma journée, ce sera après. C'est un accord d'entreprise. Il y en a qui travaillent et il y en a qui ne travaillent pas. Donc férié pour qui, férié pour quoi? Il faut se poser des questions. C'est comme le Mardi Gras ou Pâques, c'est pareil, exactement pareil, comme ça a toujours été. Ça a quand même beaucoup évolué par rapport à autrefois. Autrefois, il y avait une très très forte tradition de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte était un jour de plage avec des crabes, avec toute cette tradition. Mais par rapport à ça, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus libres par rapport à ça. Et selon une étude de l'agence Randstad aujourd'hui, 7 Français sur 10 sont restés chez eux. Une tendance qui semblait se confirmer également en Guadeloupe. Pas d'embouteillage en ce début de semaine. Mais alors, où étaient les Guadeloupéens aujourd'hui? À la plage, à la rivière? Réponse dans le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Pour ce nouveau week-end prolongé, le mot d'ordre est en famille. Certains ont choisi la plage, comme celle de Bois-Jolant, où les campeurs ont laissé place aux familles venues pour la journée. Aujourd'hui, c'est très bien s'il n'y a pas trop de monde, comme ça on peut trouver une place et les enfants s'amusent bien. Surtout, c'est une plage qui n'est pas très profonde et puis voilà, avec la surveillance des parents. La Pentecôte n'est pas comme Pâques. La Pentecôte, les gens viennent de temps en temps. Bon, on vient prendre un bain, mais c'est pas Pâques. On ne trouve pas de place là. Ici, mais là, on trouve la place largement. Nous sommes venus passer la journée ici parce qu'on a des vacanciers qui sont arrivés. Ils ne sont pas encore là pour l'instant, mais ils viennent tout à l'heure. Et puis, on s'est trouvé un peu surprise parce que c'était pratiquement vide et vraiment clairsemé. Et d'autres, la rivière, pour changer un peu des habitudes. Donc, on fait souvent la plage, donc on s'est dit aujourd'hui, pourquoi pas la rivière? Et surtout que notre fils nous a demandé, effectivement, nous exiger aujourd'hui la rivière. Donc on a opté pour cette décision, ce qu'il a demandé. Voilà, c'est tout ça. Nous allons là, ce bord de la mer. Alors nous présenter la rivière aujourd'hui là. Et nous allons fond, et nous en famille. Nous avons des invités, donc des touristes, et donc ils ne connaissent pas la rivière. Donc c'était l'opportunité pour venir à Corossol. Au programme, grillade, baignade et bonne ambiance, que ce soit à la plage ou à la rivière, un seul objectif, profiter en famille de ce lundi de Pentecôte. Clap de fin pour le festival Terre de Blues de Marie-Galante. Comme chaque année, durant 3 jours, la Grande Galette a reçu de nombreux artistes. Pour cette édition, le groupe guadeloupéen Cacoustique ou encore l'artiste jamaïcain Conchette. De nombreux Guadeloupéens et Guadeloupéennes avaient fait le déplacement et ont emprunté pour l'occasion les navettes maritimes qui ont d'ailleurs multiplié les rotations. Un long week-end qui a pris fin cet après-midi. Loïs Ignace est allé à la rencontre de ces festivaliers à Pointe-à-Pitre. Ils sont des centaines à revenir de Marie-Galante où durant 3 jours, des Guadeloupéens et des visiteurs ont assisté à l'une des plus grandes manifestations culturelles de l'archipel. Plusieurs artistes internationaux ont répondu à l'appel des organisateurs. Il a fallu s'y prendre plusieurs semaines à l'avance pour trouver un hébergement. En revanche, pour les retardataires, cela a été le parcours du combattant. Avec une amie au départ de la Guadeloupe, elle avait des connaissances là-bas, donc on a loué une villa jumelée, et puis voilà, très bien. Un mois à l'avance, voilà. Puisqu'elle avait du relationnel là-bas, donc c'était plus facile.
On est resté là-bas 3 jours. Depuis vendredi soir, on y est. Alors au niveau de l'hébergement, c'est une collègue qui m'a aidé, que je remercie énormément, franchement de Marie-Galante. Pour l'hébergement, ça n'a pas été simple parce que on s'y est pris un peu tard. Donc on n'a pas eu le choix que la solution du camping sur le terrain de Gombo que l'Office du tourisme et le service culturel ont organisé. Ça a été assez difficile. D'ailleurs, j'avais mis une croix sur le festival jusqu'à ce qu'une collègue me propose un hébergement. Elle a eu un ami qui lui a prêté une maison. Il y avait 2 chambres. Donc, organisation de dernière minute. La compagnie maritime, leader du marché, a renforcé ses dessertes à destination de Marie-Galante avec des navettes pouvant accueillir 400 personnes. 8 rotations ont été mises en place pour le lundi de Pentecôte, soit une augmentation de 20% du chiffre d'affaires. Nos 3 navires sont en action pour pouvoir ramener plus de 2600 personnes aujourd'hui. Nous pensons que c'est le fait qu'il n'y ait pas eu sur le mois de mai de pont comme antérieurement qui a fait que beaucoup de gens se sont reportés pour sortir pendant le mois de mai sur le festival de Marie-Galante. Parce que cette augmentation de plus de 20% est absolument exceptionnelle. Difficile pour la seconde compagnie de mettre en place des rotations supplémentaires. En cause, un problème de logistique. Nous avons un problème qui est là depuis déjà 2 ans. Et on n'a pas de cuve à gasoil. Donc c'est très difficile pour nous. On a fait une demande vis-à-vis du port et donc ça nous pénalise énormément. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, si on voulait faire une rotation pour X personnes, on ne peut même pas répondre étant donné que nous sommes pénalisés. Nous, notre compagnie est pénalisée dans ce sens. À compter de ce mardi, les dessertes entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante reviennent à la normale. Retour ce soir sur ces dégradations dont a été victime le site de Ravinchaud au Lamentin dans la nuit de vendredi à samedi. De nombreuses plantes et fleurs ont été saccagées dans l'allée qui mène au futur espace thermoludique. Le maire Jocelyn Sapoti dénonce avec fermeté ces exactions. Il était d'ailleurs sur place ce matin. Le reportage d'Éric Pommier. Le maire du Lamentin, Jocelyn Sapoti, en tenue de combat. Le tableau n'est pas banal. Nous sommes section La Rosière au Lamentin donc, lieu où dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 mai, de nombreuses plantes ont été délibérément arrachées. Un acte de vandalisme enregistré à quelques jours de l'inauguration du centre thermoludique René Tauribiu à Ravinchaud. Très vite, la population déterminée s'est mise à l'ouvrage pour redonner vie à l'espace. De retransplanter ce qui a été détruit sauvagement. C'était justement important de venir aujourd'hui. Tout à fait, très important. Ça nous a fait un coup, on n'a rien compris. Ça nous a fait un choc. Un choc parce qu'on n'a rien compris ce qui s'est passé. Vraiment. Alors on a amené tous les fleurs ce matin parce que nous sommes vraiment déterminés et fleurs derrière pour commander. Nous avons tout fleurs là, puis on tire, puis nous mettre. Ce matin, c'est une belle mobilisation. Vous voyez le monde qu'il y a. Tout est déjà replanté, non seulement ici, mais l'équipe descendra à Ravinchaud pour encore en planter. Il y a une belle mobilisation et cette mobilisation est symbolique et forte pour dire que nous sommes debout, qu'on ne va pas nous arrêter, que l'adversité ne va pas nous arrêter, que la population est debout derrière son maire, derrière son équipe municipale pour réussir à Lamentin, que ça puisse gêner certaines personnes, que cette équipe est en train de réussir. Eh bien, nous sommes en train de leur démontrer que la majorité de la population veut que Lamentin réussisse. Jocelyn Sapoti accuse une fois de plus cette action irresponsable. Celle-ci vient s'ajouter à une série noire que connaît la commune ces derniers mois. Recrudescence de vols, incendies volontaires et autres dégradations de biens publics. Les actes de vandalisme se multiplient. Le maire ne compte pas céder au jeu de l'intimidation. Toute cette population, le cœur à l'ouvrage, est la preuve, selon lui, d'une commune qui ne baissera pas les bras. Ça m'a attristé, d'autant plus que ce sont des jeunes qui ont pris l'initiative de faire. Et pour mettre en valeur notre site touristique qui va très bientôt ouvrir. Et là, à voir qu'on enlève les plantes, qu'on saccage le travail des jeunes. Alors là, je me suis dit, il faut que je vienne avec eux ce matin. Nous avons eu beaucoup de donateurs, je les remercie, parce que beaucoup de professionnels et ainsi que des particuliers nous ont offert les plantes qui sont là. Donc je leur dis merci. Ce sont près de 293 plantes et fleurs qui ont été sorties de terre sauvagement et jetées sur la chaussée. Ronald Rocola est amer. Tout ce travail est celui d'une équipe de réinsertion qui a eu pour mission ce vaste chantier d'embellissement. Il appelle à la prise de conscience pour que cet acte de vandalisme ne se reproduise plus.
L'insertion, ça pas bien qui est facile, mais nous avons essayé de faire, c'est jeunesse qui a réinséré la jeunesse. C'est une jeunesse qui doit de la jeunesse. Et on comprendre que la jeunesse, quand il a comprendre le langage à la jeunesse. Nous avons essayé de former, nous avons essayé de mettre dans le droit chemin, mais on a pensé que c'est les gens qui ont fait ça à la fois, ils comprennent qu'il n'y a pas ni mais là, ils ont touché, c'est pour la jeunesse, la population. Les bénévoles ont du pain sur la planche, mais ont décidé, quoi qu'il en soit, quel que soit le temps, de rester motivés et garder la tête haute, tous conscients que l'inauguration et donc la reprise de l'activité de Ravine Chaude est certainement un nouveau tremplin touristique, mais surtout économique pour leur chère commune du Lamentin. Notez que l'espace thermo-ludique René Toribio ouvrira ses portes au public ce samedi et ce dimanche. Les Dominicains étaient appelés aux urnes hier pour élire leur futur président. Plus de 1000 Dominicains inscrits sur la liste des électeurs en Guadeloupe ont pu effectuer ce devoir citoyen au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. C'était le seul bureau de vote installé dans l'archipel. Concernant les premiers résultats, le président sortant Danilo Medina sort grand vainqueur du premier tour avec 61% des suffrages sur la base de résultats préliminaires portant sur 15% des bureaux de vote. La République dominicaine qui nous amène à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons ce soir au Venezuela où la crise s'accentue. L'état d'exception a même été déclaré ce week-end. Mais tout de suite, direction le Salvador. Son président est opposé au gouvernement brésilien intérimaire. Voici l'actualité Caraïbe. Après le changement de tête au Brésil, le président du Salvador a déclaré qu'il ne reconnaîtra pas le gouvernement brésilien intérimaire de Michel Temer, considérant que l'éviction de Dilma Rousseff était une manipulation politique aux allures de coup d'État. Salvador Sanchez Serén a également indiqué qu'il avait pris la décision de rappeler l'ambassadrice du Salvador au Brésil, Diana Marcela Vanegas, qui avait reçu en outre instruction de ne prendre part à aucune cérémonie officielle du nouveau gouvernement. La présidence salvadorienne s'était indignée dans un communiqué de la destitution de Dilma par le Sénat et d'assister à des événements aux allures de coup d'État. Le Venezuela sombre chaque jour un peu plus dans le chaos. La tension est montée d'un cran ces dernières heures. Les coupures d'électricité sont quotidiennes. Les services publics ne sont opérationnels que 2 jours par semaine. S'ajoute à cela le pillage de commerce ou des lynchages. L'état d'exception a été décrété ce week-end par le président Nicolás Maduro, faisant état de menaces extérieures. Le chef de l'État vénézuélien a ordonné la saisie des usines et l'emprisonnement des entrepreneurs accusés selon lui de saboter le pays. Lors d'un meeting samedi, Nicolás Maduro en a profité pour accuser une nouvelle fois les États-Unis de vouloir en finir avec les courants progressistes en Amérique latine. Le gouvernement chaviste fait le parallèle entre le Venezuela et le Brésil, où la présidente de gauche a été écartée du pouvoir par le Parlement. Nicolás Maduro accuse également l'opposition de préparer un coup d'État. Le président vénézuélien avertit ses détracteurs qu'ils devront d'abord le tuer. Et cette scène aurait pu être drôle si elle n'avait été tragique. Une femme attaquée par un requin alors qu'elle se baignait en Floride a été emmenée d'urgence à l'hôpital avec le requin encore attaché à son bras. La victime s'est calmement présentée au poste de secours avec son compagnon soutenant le requin qui respirait faiblement mais ne lâchait pourtant pas sa proie. C'est un touriste sur la plage qui a ensuite tué l'animal, mais personne n'a pu le détacher du bras de la victime qui a commencé à manquer d'oxygène et a été acheminé d'urgence vers l'hôpital. Les requins nourrices, qui lorsqu'ils sont adultes atteignent généralement 3 mètres de long, sont nombreux le long de la côte atlantique de Floride et sont généralement sans danger. Ce sont des animaux nocturnes qui se nourrissent de petits poissons et autres petites créatures marines et qu'on peut souvent voir dans la journée allongés dans des eaux peu profondes. Un témoin de l'accident a déclaré avoir vu, juste avant l'attaque, des nageurs embêtant le requin et lui tirant la queue, ce qui a dû inhabituellement le rendre agressif.
Et toujours dans notre grande région, notez qu'au Suriname, les recherches se poursuivent pour retrouver le corps d'un adolescent porté disparu depuis hier après-midi. La pirogue dans laquelle il se trouvait a coulé dans le fleuve Maroni entre la ville d'Albina et la ville guyanaise de Saint-Laurent-du-Maroni. Les 2 autres personnes qui étaient à bord de l'embarcation ont pu remonter à la surface. Retour en Guadeloupe, le bois était mis à l'honneur ce week-end à Pointe-Noire. Le public a pu découvrir au hall des sports tous les corps de métier du bois, mais aussi admirer et même acheter des meubles d'artisans guadeloupéens. Muriel Barlagne a justement voulu savoir si ce type de mobilier traditionnel plaisait toujours autant. Son reportage. Ils sont réputés plus solides, donc durables, et sont parfois des pièces uniques, fabriquées à la demande et sur mesure. Pour défendre les meubles en bois, Victor Josson, artisan et designer, ne manque pas d'arguments. Cela fait 30 ans qu'il travaille le bois, il a grandi avec cette passion et depuis 15 ans, il a créé sa propre enseigne à Jarry. L'avantage de choisir un meuble créé par l'artisan, c'est que ça va répondre à un besoin précis, donc le client va exprimer, puisque l'artisan a la possibilité de faire vraiment un produit adapté aux besoins, c'est-à-dire en respectant les caractéristiques du meuble qu'il choisira, et également à savoir les dimensions, la forme, également la finition au niveau de la teinte. Donc c'est là tout l'avantage. L'achat d'un meuble en bois apparaît donc comme un véritable investissement, voire un placement, car les pièces prennent de la valeur avec le temps. Des atouts de taille qui sembleraient pourtant ne plaire qu'à une catégorie de la population. Les meubles en bois seraient plus l'affaire des seniors, les jeunes les trouvant trop imposants, trop onéreux et pas assez modernes. Nous, les jeunes, on n'aime pas trop encombrer la maison, mais il y a des petits meubles très petits. Bon, on peut éventuellement acheter, mais pas les gros. En ce qui me concerne, les gros lits comme ça, bon, pas trop. Mais j'aime bien les voir, bon, peut-être pour ma maman, pourquoi pas. Autre inconvénient, les délais de fabrication. Il faut parfois des mois pour concevoir un meuble en bois, surtout s'il intègre des sculptures qui ne peuvent être réalisées qu'à la main. Une caractéristique qui ne convient pas à des consommateurs de plus en plus pressés, adeptes du tout de suite et des changements rapides. Autant d'éléments que les ébénistes doivent prendre en considération pour continuer d'exister. Sans transition, en bref, le bilan de la sécurité routière s'est alourdi cette nuit. 2 conducteurs de scooters sont entrés en collision sur la route de la Riviera au Gosier. Un homme de 24 ans est décédé et la seconde victime serait gravement blessée. On ne connaît pas encore les causes de ce drame, même si selon certaines sources, il semble qu'il s'amusait à se doubler. S'amuser justement en scooter, mais tout en respectant les règles de sécurité, c'était l'un des objectifs d'une grande journée festive organisée aujourd'hui à Saint-Félix, une journée dédiée aux 2 roues. L'occasion également de découvrir la Slow Race, une course qui consiste à être le dernier concurrent à traverser la ligne d'arrivée sans mettre les pieds par terre, pas si facile que cela. La 2e édition avait donc lieu cet après-midi et devant la caméra d'Éric Pommier. La Slow Race, ou comment franchir le dernier la ligne d'arrivée pour être désigné vainqueur. La formule paraît bizarre, mais le principe du jeu est bel et bien celui-ci. La règle, ne pas poser le pied par terre, ne pas empiéter sur la plateforme de son concurrent. Concernant la machine, en routière, en sportive ou en scooter, le choix est libre. L'épreuve fait de plus en plus d'émules. L'exercice n'est pas si simple, tout est une question d'équilibre, confirment certains motards déjà affûtés. Non, c'est pas du tout facile. Pourquoi? D'habitude, on a l'habitude d'aller très très vite. Mais là, il faut aller le plus lent possible, qui veut dire qu'il faut avoir beaucoup d'équilibre et de mental. Parce que même si on entend l'adversaire à côté qui fait du bruit, mais il faut réussir à gérer tout ça pour aller le plus lent possible. La première Slow Race a été organisée en 1990 aux États-Unis. Quelques copains qui s'ennuyaient un samedi après-midi ont initié cette formule pour faire passer le temps, sans savoir que des années plus tard, le phénomène franchirait toutes les frontières du globe. La Slow Race est implantée en Guadeloupe depuis peu. Le concept amuse, mais chaque fois est bien accueilli. Vous êtes prêts? Alors écoutez, on a fait « Ah, c'est quoi ça ?» Et de là, nous sommes ravis de découvrir cet après-midi ce que c'est que cette manifestation. On a tout simplement su que ce sera le premier qui arrive le plus lentement, si je comprends bien, c'est ça?
il faut vraiment avoir un peu de dextérité, il faut avoir de l'équilibre, mais c'est, je dirais, un sportif parfait qui doit arriver à faire ce genre de manœuvre. Oui, je suis à la fois concentré, mais j'ai aussi une petite appréhension pour le slow wine. Devant une foule impatiente, face à 2 balais en duo, les motards se concentrent. Objectif, réaliser l'impossible sur quelques mètres, vitesse requise 3 à 4 km/h. L'équité est respectée, la slow race est ouverte à la jante féminine. Les bikers se jouent de l'exercice avec doigté bien sûr, pour les plus aguerris. Tout le monde y va de sa démonstration avec son sens de l'équilibre et la maîtrise parfaite de sa machine. Mais finalement, comment être un bon slow racer? Savoir jouer un petit peu de l'embrayage, histoire de stabiliser un peu la moto. Après, il y a quelques astuces. Par exemple, se mettre debout. On peut se mettre debout justement pour avoir un meilleur équilibre. Et on peut même tricher en dégonflant le pneu arrière. On le met à 0, le pneu est à plat, on peut même rester à l'arrêt, la moto ne tombe pas. Ça, faut pas le dire. Voilà, le secret est livré. Francis Bernier-Moutou a promis de s'y mettre. Me faites rire, je n'ai même pas d'équilibre sur le vélo. Et nous allons inviter toute la population à venir découvrir, vous dites là, Slow Race, voilà. Allez, avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour demain matin en Guadeloupe. Et c'est encore un temps mitigé qui vous attend, avec une alternance de passages nuageux, d'éclaircies et d'averses, notamment dans la région de Saint-François. Les températures seront comprises entre 25 et 27 degrés dans la matinée. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver l'actualité nationale et internationale. Et puis votre soirée sur Alizé, enquête exclusive consacrée à la ville de Molenbeek, la plaque tournante du terrorisme. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour votre édition locale et régionale. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.